Au-delà de la question de l'appropriation de nos identités, il y a la question du parcours. Il y a la question du parcours. Et dans ce parcours, il y a le Gabon qu'on rencontre. Et ce Gabon, il est incarné par ceux qui le dirigent. Ouagadougou, c'est de dire ma part de vérité sur ce que auront été les 14 années de présidence d'Ali Bongo. Par certains côtés décriés au niveau national, par d'autres adulés au niveau international, mais dans tous les cas, il a fallu accoucher sur le papier et inscrire noir sur blanc la part de vérité de ce que je sais moi, de ce qu'ont été les 14 années d'Ali Bongo. Cela s'ouvre en partie une avec une interrogation, et pourtant, des choses ont été faites. Et pourtant, nous avions si bien commencé. Et pourtant, le pouvoir tel qu'il est vécu au Gabon n'est pas isolé des pouvoirs africains. Et donc, le chapitre premier s'ouvre sur des réflexions sur le pouvoir en Afrique et le cas du Gabon en particulier. L'homme que je suis devenu, après 30 ans de vie politique, je pense que je peux avoir le droit aujourd'hui d'apporter une modeste réflexion sur la question du pouvoir en Afrique. Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il une forme de particularité de l'exercice du pouvoir en Afrique? Pourquoi est-ce qu'on en sort toujours blessé? Pourquoi on en sort porteur de 1000 cicatrices de coups reçus? C'est une interrogation. C'est aussi porter un regard lucide sur le bilan d'Ali Bongo, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait, sur ce à quoi il s'est engagé, sur les actes manqués de ce bilan, mais aussi sur les réussites de ce bilan. Un regard lucide. C'est aussi la question de la souveraineté. Tiens, on en parle beaucoup aujourd'hui, la souveraineté. Mais quelle souveraineté peut-on avoir lorsqu'on n'est pas capable de nourrir sa population? Quelle souveraineté peut-il y avoir lorsque nous ne sommes pas capables de protéger nos frontières? Quelle souveraineté peut-il y avoir lorsque notre coopération nous amène à regarder de loin en loin et jamais près de nous? Quelle souveraineté? À Ouagadougou, c'est les acquis de ce qui a été fait dans ce domaine essentiel de la diplomatie, de la sécurité, de la protection de l'environnement. C'est aussi cela. C'est aussi des tentatives de diversification de l'économie avec la création de filières qu'on a développées, qu'on a mises en place. C'est une stratégie maritime qui s'ancre fortement dans le besoin de mieux protéger notre espace. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le territoire du Gabon, ce n'est pas seulement les 266 667 km² de surface terrestre, c'est aussi 164 000 km² de surface maritime, en intégrant la zone économique exclusive. Mais tout ce territoire, il faut le protéger. Nos richesses en mer, les richesses halieutiques, mais en dessous également. Aujourd'hui, on voit qu'il y a l'exploitation des matières premières sous-marines. Que faisons-nous? Quelle capacité nous donnons-nous? Cela, les esquisses ont été apportées. C'est aussi les ressources dont nous disposons. Le pétrole est finissant, plus que 10 ans. Dans 10 à 12 ans, on n'aura plus de pétrole exploité. Mais le Gabon, c'est 3 matières premières principales. Le pétrole, le manganèse et le bois depuis 80 ans, depuis 100 ans. Mais le pétrole, on annonce dans 10-12 ans, c'est fini. Mais 10-12 ans, c'est demain. Mais que fait-on? Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de restructurer, de réorganiser? C'est aussi cela. L'eau, qui est ici identifiée comme ressource stratégique et propriété nationale. C'est une proposition que nous faisons. La deuxième partie est attendue, mais avant la deuxième partie, mesdames et messieurs, nous avons souvent entendu dire vous n'avez rien fait. Et dans Ouagadougou, je fais le bilan de mes 3000 jours de ministre, 3000 jours de membre du gouvernement. Je fais le bilan de mon parcours, de ce que j'ai fait au ministère de la Communication, de ce que j'ai fait à l'économie numérique, au sport, à la culture, aux affaires étrangères, à l'énergie, mais aussi à la primature. À la primature, c'est 7 mois et 200 jours.
Mais en réalité, 7 moins 200 heures, mais en réalité, c'est là que devait porter le vrai sujet, le vrai débat. Ce n'est pas sur la personne Billy Binza, c'est sur la question qu'a-t-il fait avec les ressources mises à sa disposition. Et je réponds dans ce livre, et j'attends des contradicteurs sur ce que j'écris, et non pas sur ce que je devrais être ou qu'on attendrait de moi, mais sur ce qui a été fait. Et les contradicteurs que j'attends, c'est qu'on me dise, oui, mais monsieur Billy Binza, en telle année, on a mis X milliards à vos dispositions, qu'avez-vous fait? Je répondrai. Et si d'aventure il manquait des milliards, je suis prêt à répondre devant les tribunaux dans un procès équitable. Mais s'il n'en manque pas, eh bien, qu'on en a un débat véritable, objectif, en sortant des postures et des débats de personnes. Ce livre, c'est qu'enfin dans ce pays, nous sortions des postures et des débats de personnes, que nous sortions des anathèmes pour disqualifier les uns les autres, que nous sortions du débat de « il n'a pas droit à la parole », mais qui es-tu pour indiquer celui qui a droit à la parole ou pas? La milice politico-médiatique qui existe et qui fait la chasse à ceux qui pensent différent. Sous d'autres cieux, en notre époque, ça avait un nom, c'est la Gestapo. La Gestapo, c'était la police politique sous occupation qui validait ou invalidait celui qui a le droit de parler et celui qui n'a pas le droit de parler. La Gestapo sévit au Gabon aujourd'hui parce qu'on dit à moi, tu ne peux pas parler. Mais à ceux qui ont été comme moi, des fonctions comme moi, eux, ils peuvent parler parce qu'ils soutiennent le régime en place. C'est la Gestapo, c'est la police politique. Et ce n'est pas acceptable. À mon avis, c'est aussi, et ce que les Gabonais attendent, la lecture que je me fais de l'exercice du pouvoir dans notre pays. Ça s'ouvre sur une partie des saboteurs de la République. Oui, cette République a été sabotée. Elle a été sabotée de l'intérieur par ceux à qui on a fait confiance, par ceux à qui on a accordé d'importantes responsabilités et qui en ont usé, abusé, qui ont détourné à leur profit ce qui était mis à leur disposition. Pas seulement l'argent. Le détournement a également été la conception de l'État. Il y en a qui, à un moment donné, se targuaient d'être plus puissants que les ministres. Il y en a qui se targuaient d'être plus puissants que le Premier ministre. Et à peine s'ils ne disaient pas eux-mêmes que c'est eux qui dirigeaient le Gabon. Et donc, dans ces saboteurs de la République, il y a 3 grands temps. D'abord, la question de l'hypertrophie du cabinet présidentiel. Dans notre système à nous, le cabinet présidentiel est tout puissant. Il y a des systèmes en Afrique où c'est le secrétaire général de la présidence qui a tous les pouvoirs. Au Gabon, c'est le directeur de cabinet. Mais ça ne date pas d'Ali Bongo. Ça date de Léomba. Si Omar Bongo devient président, c'est parce qu'il passe par le cabinet de Léomba, directeur de cabinet. Ali Bongo lui-même a été au cabinet d'Omar Bongo. Il a été haut représentant personnel. On l'oublie parfois, mais c'est la réalité. Et ce pouvoir, aujourd'hui, il faut le rééquilibrer. Et j'esquisse des solutions dans Agoumago. Des solutions tirées à la fois de l'expérience de la gestion au quotidien de l'État, par les responsabilités qui m'ont été accordées, mais aussi de ce qui se fait ailleurs dans le monde, et comparer cela. Et donc, les saboteurs de la République, c'est d'abord la Légion étrangère que chacun a dénoncé, chacun a entendu parler. Je décris ce que ça a été en réalité. Et j'ai dit que cela n'aurait jamais eu lieu sans le consentement plus ou moins volontaire des élites gabonaises qui ont fait le choix volontaire de s'aligner pour leurs petits intérêts. Et aujourd'hui, chacun peut parler librement. Mais nous n'étions pas nombreux à l'époque à redresser la colonne vertébrale et à dire non. Et j'ai décrit là-dedans l'action néfaste de ce qui a été fait sous ce qu'on a appelé la Légion étrangère. Et puis il y a la GEV, les Agéviens qui bougent. Et les gens sont alignés. Ils ont évité de bouger, donc ils n'ont pas boudé. Et aujourd'hui, chacun peut parler. Et les mêmes qui hier accompagnaient Ali Bongo en disant oui, vive le président, oui, Ali président, les mêmes, exactement les mêmes, accompagnent l'autre aujourd'hui et disent les mêmes choses, exactement les mêmes. Chacun peut observer, c'est pas moi qui invente. On peut en débattre, et je dirais, mais toi, nous étions à tel état, voici ce que tu as fait. Toi, à tel endroit, voici ce que tu as fait. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que Billy Binza parle. Parce que j'ai été là. Et j'ai l'avantage, par rapport à d'autres, de n'avoir jamais quitté le Gabon. Je n'ai jamais passé un mois en dehors du Gabon. J'ai toujours été là. J'ai vu au plus près comment on a trompé le président. Les Algériens.
la Young Team, la fameuse Young Team, dont un des membres éminents aujourd'hui est au sommet de l'État, mais il ne se reconnaît plus dans la Young Team, il a toujours été là, dans la Young Team. Et d'autres. Et cette Young Team, il faut observer, et c'est clair, ce n'est pas le changement, c'est le remplacement. Le logiciel est le même, le système est le même. On prend en main la gestion financière de l'État, on prend en main la gestion des nominations, on prend en main la structure économique de l'État, on nomme les siens. C'est exactement ce qui est en place. GOC, on nomme les siens. SEG, on nomme les siens. CNAMGS, on nomme les siens. CNSS, on nomme les siens. La SP, on nomme les siens. C'est comme ça, ça fonctionne. Cousin, copain, consanguin, conjoint, c'est ça. Et on ne veut pas qu'on en parle. Mais pourquoi? Le béton sur les routes, ce n'est pas dans les cerveaux. Il doit rester sur les routes, mais le cerveau doit être délié et réfléchir. La question du pouvoir, c'est aussi un rapport avec un élément fondamental. Donc on ne parle jamais de cette théorie, il faut bien nommer les choses. Dans ma langue, on dit si je ne nomme pas, on dirait que qu'est-ce qui est mort. Il faut bien nommer les choses. Jamais on ne parle de corruption dans ce pays. On n'en parle pas. La corruption, un mal profond qui a pourvu le pays, qui a pourvu les populations. On est content d'applaudir. Gabon Media Time, cité cet organe, a fait un papier pour indiquer que dans notre pays aujourd'hui, le kilomètre de route bitumée coûte 800, plutôt bétonné, coûte 800 millions de francs CFA. 800 millions de kilomètres de route bétonné. Et ils disent dans leur papier qu'ils ont interrogé les spécialistes de ce domaine, qui ont dit maximum 200. Donc on part du simple au quadruple, là sous nos yeux. Mais qui fait le béton? On nous a dit c'est maintenant les Gabonais, l'économie aux Gabonais. Mais qui fait le béton? On les connaît. Combien de PME gabonais sont dans le béton aujourd'hui? C'est les mêmes entreprises qui étaient hier avec la GEV, qui étaient hier avec la Young Team, qui sont aujourd'hui avec le CTI. CTI, Young Team, c'est la même chose. Les mêmes entreprises qui font le béton et qui construisent des maisons, des uns et des autres. C'est les réalités. Moi, je veux qu'on en parle, non pas sur la question de mettre que dividiser, mais sur les faits. Les faits sont là, et je pourrais citer à l'occasion les entreprises et leurs propriétaires qui sont connectés aux généraux. C'est connu. Et donc la corruption, c'est un mal qu'il faut dénoncer, et j'en parle. Je parle aussi de ce qui a finalement fait et préparé ce qu'on appelle la chute d'Ali. C'est ce que j'appelle ici la triangulaire venimeuse. Les incompréhensions, incompatibilités entre le palais du bord de mer, le 2 décembre où siège le gouvernement, et lui, le PDG. Ces incompréhensions-là ont conduit à ça à quoi on a assisté. L'incapacité d'un pouvoir à se regarder, à parler. Et à se dire, nous avons une responsabilité de gérer un État, de gérer un pays, de gérer des administrations, de gérer des partis politiques, parce que l'État gère tout ça. Et on est rentré dans les guerres de personnes, les guerres d'ego, qui n'ont conduit nulle part, sinon à la chute d'un régime qui était là depuis 56 ans et qui pouvait encore continuer s'il avait bien travaillé. Moi, je le reconnais, il y a des erreurs qui ont été commises. Et dans ce livre, j'en parle. Je parle aussi de la rôle de campagne. Mesdames et messieurs, on m'a souvent dit, mais pourquoi tu n'as pas démissionné? Et c'est vrai que c'est une question qui m'est arrivée souvent. Et je me suis moi-même posé la question de la démission. J'ai considéré que la démission, l'homme que je suis, l'ancien enfant de troupe que je suis, quelqu'un qui a grandi dans un environnement où il fallait assumer. J'ai toujours considéré que la démission était une force d'abandon et de désertion. Et qu'il fallait à l'intérieur se battre. Et si j'avais été convaincu que ma démission aurait changé quelque chose, je l'aurais fait. Mais si vous démissionnez et que le lendemain on vous remplace par quelqu'un qui fera pire que vous, il vaut mieux rester se battre en interne. J'ai essayé de le faire. On me dit, oui, mais un ministre a fermé sa gueule ou sa démission. C'est vrai, Chevènement l'a dit. Il a fermé sa gueule, il a démissionné, mais la guerre dans le Golfe, c'est faite. Ça n'a pas empêché la France d'aller en guerre. Et donc, Chevènement, il a fait, comme on dit, il a même enlevé son corps. Mais la France est quand même allée en guerre dans le Golfe. Et donc, j'aurais pu enlever mon corps pour qu'on dise, lui, au moins, il a enlevé son corps, mais est-ce que ça aurait empêché ce qu'en interne, nous avons essayé collectivement d'empêcher? Et de tenir le cap du pays pour payer les fonctionnaires chaque mois. Parce qu'on le dit comme ça, mais est-ce que c'était évident chaque mois de payer les fonctionnaires?
Est-ce que c'était évident chaque mois de respecter nos engagements internationaux? Est-ce que c'était évident de continuer à créer de l'emploi, à régulariser les situations administratives? Est-ce que c'était évident de travailler pour préparer l'arrimage des pensions de retraite? Est-ce que c'était évident de le faire dans le contexte qui était le nôtre? Nous l'avons fait. Et j'arrive à une question simple. Le peuple, il applaudit. Il y a une interrogation qui part de la Grèce antique et de Rome. César, poignardé par Brutus, son fils adoptif, celui en qui il avait toute confiance, tout coucou et mi-fini. Grosse interrogation, même toi mon fils, tu me fais ça. Et qu'est-ce qu'on applaudit en fait? On applaudit quoi? On applaudit quoi? La trahison? Qu'est-ce qu'on applaudit? C'est qu'aujourd'hui dans notre pays, on va condamner quelqu'un parce qu'il a été loyal et fidèle. Et on dit que la loyauté et la fidélité, ça ne paye pas. Mais on dit aux enfants que c'est celui qui a trahi, qui est bien, qu'il faut applaudir. Ce n'est pas ma conception de la vie. Et je suis désolé. Mais là-dessus, je pense qu'il faut rentrer en résistance. En résistance pour que le mal ne se poursuive pas. Et ce livre, c'est aussi interroger ce qu'on appelle le dialogue national dit inclusif. Je me suis exprimé dessus et je le redis. Ce dialogue, il disperse la société gabonaise. C'est un danger. Parce qu'il porte en lui les germes de la division, les germes de l'exclusion, et ça se voit dans le projet constitutionnel qui est en préparation, où il s'agit d'exclure. On conçoit un projet sur l'exclusion. Exclure ceux qui ont 70 ans, exclure ceux qui ont un parent étranger, exclure ceux qui ont un cousin étranger, exclure ceux qui vivent à l'étranger, exclure ceux qui ont la double nationalité. Tout un projet est fondé sur l'exclusion. Mais on bâtit une nation sur l'inclusion, pas sur l'exclusion. Et moi, ce projet, tant qu'il est fondé sur l'exclusion, c'est un projet qu'il faudra combattre de toutes les forces possibles et en impliquant tous les Gabonais de tous horizons. On ne peut pas construire un pays dans l'exclusion. On tire les leçons des événements passés, mais on bâtit un avenir en incluant les uns les autres. La deuxième partie est maintenant. Une fois qu'on a dit ceci, une fois qu'on a décrit qu'est-ce qu'on fait, et maintenant, Alain Claude Bilibé dans Avou ose des propositions. Des propositions concernant la vision politique qu'il faut avoir aujourd'hui. Comment on peut concevoir le Gabon, l'autre Gabon que j'appelle de tous mes voeux, oser l'espérance.